Bonjour à tous, il est exactement 12h34. On commence le ZCL avec une petite nouveauté. Bonjour Céline qui remplace Jessie aujourd'hui. Bonjour Danick. Ça va? Oui, ça va très bien. Bien sûr, alors on aura aujourd'hui beaucoup d'invités. Bien sûr, aujourd'hui c'est le jour de la culture avec Martine. Ce sera vers 13h30 un petit peu plus tard. Sinon, en ouverture, on va parler tout de suite du Guadadli. On va recevoir Franck Nicolas qui est musicien. Bonjour. Bonjour. On recevra aussi Pierre Darmé qui est secrétaire de cette association qui édite ce deuxième festival du Nord Grande Terre. Bonjour Pierre. Bonjour Dani. Et puis, bien sûr, je vous l'ai dit, on parlera avec Alain Blas pour la journée de la Terre, mais il n'est pas encore là. Pour l'instant, on va dérouler les titres de l'information avec Céline. Oui, alors au sommaire de ce 20 avril, la Fédération du BTP alerte l'État et les collectivités territoriales sur une commande publique défaillante et des délais de paiement tardifs. Les gérants inquiets pour leur avenir exigent des solutions pérennes. Ce matin, la ville de Petit-Bourg et le SIAG ont inauguré une toute nouvelle station d'épuration, un dispositif mis en place pour améliorer le traitement des eaux usées, mais aussi augmenter la capacité de ce traitement. Et enfin, l'association L'Atelier Groca célèbre le premier anniversaire de l'inscription de notre musica au patrimoine immatériel de l'UNESCO, un événement relayé dans toute l'Hexagone qui permet de promouvoir la culture guadeloupéenne. Merci Céline, on part tout de suite dans la culture. Je vous l'ai dit, le festival du Nord Grande Terre de la deuxième édition démarre cette semaine, dès le 22, et nous recevons aujourd'hui le prestigieux musicien Franck Nicolas. C'est la première fois qu'on le reçoit ici, donc on vous bienvenue. Et puis à ses côtés, Pierre Darmé, qu'on connaît davantage, avec lui on va essayer de faire passer le courant, c'est le moins qu'on puisse dire. Pierre Darmé, bonjour, on va commencer par vous. Alors, deuxième édition, le festival Guadadli s'élargit. Tout à fait, parce que la dernière édition... Géographiquement, je parle. Hein? Oui, tout à fait. Alors, à deux titres. Premièrement, parce que nous étions 3 communes du Nord Grande Terre la première fois, et cette fois-ci nous sommes 5 communes, puisque administrativement, la communauté d'Aglo du Nord Grande Terre s'est élargie. Donc aujourd'hui, les communes de Morne-à-l'Eau et de Moule sont intégrées. Et puis un autre aspect aussi, il faut surtout le souligner, c'est un festival caribéen, parce que je crois que dans notre île, c'est la première fois qu'un festival est assis sur 2 îles. Oui. Il est ancré à la fois sur Antigua et sur le Nord Grande Terre. Oui. C'est la proximité de Port-Louis qui explique ça, ou c'est le hasard de l'histoire? Non. Il y a la proximité de Port-Louis, parce que quand on est de Bois-Port-Louis, on voit Antigua. Tout à fait, oui. Mais il y a aussi une composante historique. Il faut savoir, et ça va peut-être me permettre d'introduire le festival qui est assis sur une histoire quand même. Dans les années 60, on avait des travailleurs qui venaient travailler à Beauport et qui nous ont emmené le steel pan. Le premier endroit de la Guadeloupe où on a joué du steel pan, c'est à Port-Louis. Le groupe, d'ailleurs, historiquement, Port-Louis, c'est la capitale du steel pan, il faut le dire. Voilà. Oui. Le steel pan de Port-Louis, c'est quand même... alors après, ça s'est développé dans... Et à côté de ça, on a eu aussi dans cette région un patrimoine riche. On a des gens comme Germain Calixte, Robert Loison et Val Cougène dans ce Bertrand qui nous ont laissé tout un patrimoine en matière de gros cas. Oui. Et ça aussi, c'est un aspect de la région. Et puis le dernier aspect de la région en matière musicale, nous sommes dans une région où on a encore des populations indiennes qui pratiquent les cérémonies indiennes avec des percussions indiennes, le tapou et le matalon. Oui. Donc notre festival, c'est autour aussi de ces 3 orientations-là. C'est un mix. C'est un mix parce que pendant longtemps, chacun de ces couloirs-là travaillait indépendamment de son côté. Oui. Les gens du Goka n'allaient pas dans les manifestations indiennes et vice-versa. Donc aujourd'hui, on veut faire l'union. On veut faire l'union autour de ça, en collaboration avec Antigua, et c'est ce que je suis venu présenter aujourd'hui. Ah ben, bienvenue, en toute façon, c'est une initiative intéressante. Alors, pour les gens qui ne savent pas, pourquoi ça s'appelle Guadadli? Alors, Guadadli, parce que je me suis rendu compte que les gens ont des difficultés à le prononcer. Effectivement. Guadadli, c'est la contraction de 2 mots. Guada, que nous connaissons tous, et Guadadli, qui est le nom caraïbe d'Antigua. Donc, c'est bien pour marquer le temps que nous sommes sur 2 îles. Et d'ailleurs, je tiens à signaler en passant que nous allons recevoir une petite délégation d'Antigua qui vient, parce que dans notre association, il y a des gens d'Antigua, et que dorénavant, la manifestation se déroulera une fois à Antigua, une fois en Guadeloupe. C'est ce qui avait été prévu d'ailleurs, dès l'an dernier, ils avaient annoncé ça. Mais Antigua n'était pas prêt pour cette année, donc on a fait la 2e édition. Mais dès la prochaine édition, le festival se déroulera sur le territoire d'Antigua. D'accord. Alors, deuxième chose, avant de revenir sur le contenu, la présence de Franck Nicolas, puisque je crois qu'il y a une grosse soirée. Oui, Franck Nicolas est programmé dès le samedi 23, donc c'est-à-dire ce week-end. Il
est sur un plateau où il y a quand même une belle brochette, donc Franck Nicolas, Mario Canonge, Duvon Stewart, qui est un des plus grands panistes de Trinidad, qui nous vient de Londres d'ailleurs, Cutting Edge d'Antigua, qui joue pan et jazz, qui était déjà avec nous la première année, et puis on voit aussi Happy Lewis, qui est l'antiguais guadeloupéen, qui est ici depuis... Guada-Antiguais. Voilà, Guada-Antiguais. Et surtout, on a aussi Shakti, qui est un groupe local, qui joue de la musique traditionnelle indienne, donc ce sera l'occasion aussi de faire les gens se rencontrer et de partager entre Caribéens. Alors, Franck Nicolas, quand on vous invite à un pareil festival, vous qui êtes un jazzman créole, on va le dire comme ça pour aller vite, comment vous appréciez, vous appréhendez ou vous appréciez ce type de rencontre musicale? Justement, moi je suis pour les mélanges en fait, et donc c'est super qu'on puisse échanger justement avec la musique indienne ou alors avec la musique des îles anglophones. Et justement, ça permet en fait aussi de montrer nous ce qu'on sait faire aussi, et après d'échanger, puisque moi je joue la trompette et aussi les concalambis, par exemple. Oui, tout à fait. Avec ce disque-là qui s'appelle Coquillage. Et donc en fait, c'est justement l'occasion de présenter aussi moi la musique que je fais qui s'appelle le Jazzka, qui vient du gros cas moderne de Café Édouard Rignol. Et voilà, donc en fait, un festival comme ça permet en tout cas de faire connaître notre musique et puis de découvrir aussi la musique des autres. C'est génial. Je vais aller un petit peu plus loin. Votre musique, elle est connue, mais peut-être pas assez en Guadeloupe, parce que vous avez fait beaucoup à l'extérieur plutôt qu'en Guadeloupe. Vous appelez ça jazzka. Ça veut dire que vous plongez vos racines un petit peu dans le cas, et j'ai envie de comparer ce que vous faites avec un de vos confrères que vous connaissez, qui fait du saxo, et je parlais de Schwarzbart. C'est la même démarche? Oui, en fait, de toute façon, les premiers... J'ai pas envie de dire il y a une copie sur l'autre, c'est pas du tout ça. Je demande, est-ce que c'est la même démarche? Oui, parce qu'en fait, de toute façon, cette musique-là, on l'a expérimentée en fait ensemble à New York. Déjà en 1999, j'avais fait un premier album. Et ensuite, en 2002, l'album qu'on a fait ensemble, donc Jacques est dessus, il y a Malik... c'est Abyss, c'est ça? Malik qui est dessus aussi. Oui, oui. Et il y a aussi donc Magic Malik, aussi Sonny Troupé, et puis Alain Jean-Marie. Donc en fait, on a commencé les premières expériences ensemble. Et puis après, lui, il a fait ses expériences aussi, avec sa sensibilité à lui, et moi, avec ma sensibilité. Donc j'ai fait, donc déjà j'en suis à 11 albums de Jazzka Philosophie. Ouais. Et comment cette musique est perçue à l'étranger? Les gens qui ne connaissent rien du cas, mais qui connaissent le jazz. En fait, il y a un engouement en fait, énorme en fait, en ce qui concerne la musique qu'on fait, puisque quand on joue dans les clubs à Paris, ou au Sunset, au Baiser Salé, ou en fait dans des festivals comme le Festival de Vienne, Jazz à Vienne, les gens en fait, ils découvrent cette musique, et en fait, ils sont vraiment super enthousiastes. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de totalement nouveau. Tout à fait. Et pour ces gens-là, c'est totalement nouveau. Et en même temps, nous, ça nous permet vraiment de montrer notre culture, vraiment. Donc, à travers la concalambie, à travers le goka. Et donc le jazz est un vecteur justement pour rassembler, parce qu'on peut jouer dans des festivals où il y a 5000 personnes très facilement, et ce qui permet de faire connaître notre culture. Voilà. Et donc ils découvrent un peu cette musique. Et alors la concalambie, je sais que Martial Rancé a beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez travaillé avec lui aussi? Ah bien, c'est lui qui me prépare toutes mes concalambies. On travaille en étroite collaboration. Oui, en fait, il avait déjà écrit un livre. Il est venu ici il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il en fait un autre maintenant. Oui, il m'a dit ça. Donc en fait, vraiment, on travaille vraiment ensemble, de concert, vraiment, parce que lui, avec sa technologie par rapport en fait au conque, il est très 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 précis. C'est vrai. Ce qui fait que moi j'ai des conques, en fait, c'est des Formule 1 de la conque, quoi. Voilà. Et ça remplace quelquefois la trompette ou le saxo. Je veux dire que le son de la conque. C'est l'ancêtre
En fait, lui, il a fait une étude vraiment scientifique là-dessus. Il a vu qu'en fait, la conque, c'était un mélange de flûte et de la trompette. Tout à fait. Dans le son. Et acoustiquement. Et ensuite, en fait, après, voilà, moi, quand je l'utilise, les gens, ça dépend dans quel pays, parce qu'on j'ai été joué partout. En Amérique latine, ils connaissent un peu. J'ai été joué, en fait, à Abidjan ou à Dakar. Les gens, en fait, selon leur culture, ils la ressentent d'une certaine façon. Donc, des fois, les gens, ça les fait pleurer, ça leur fait penser aux ancêtres. Il y a en Europe, c'est plus le chant des baleines. Alors, le chant des baleines, là, les gens ils craquent dessus. Les baleines. Donc en fait, la conque à l'ambip, maintenant c'est devenu un petit peu mon cheval de bataille, un petit peu. Parce que bon, on m'appelle vraiment. Samedi, il y a de la conque. Ah, mais ça c'est obligé. C'est obligé, c'est sûr. C'est sûr, bien sûr. Alors on revient sur le festival, peut-être une question? Oui, justement, moi, concernant le festival, quels sont les éléments à pas rater, les temps forts en fait? Alors, tous les temps sont forts. Oui, c'est ça. Avec eux, les temps sont ça, mais on va quand même rappeler l'idée générale. C'est un festival qui sera itinérant sur le Nord Grande Terre, donc sur les 2 week-ends à partir du 22. Donc, il va passer dans les 6 communes du Nord Grande Terre. Ils sont tous gratuits et ils se déroulent sur des sites patrimoniques ou au bord de la mer. C'est une règle que nous nous sommes donnée pour l'ouverture vers la Caraïbe. Un seul concert est payant quand même, celui du 23. Il le sera au prix de 15 €. Donc, pour la plateforme qu'on a là, c'est 3 fois rien. Les billets sont... Alors, je n'aurai pas le temps de donner tous les sites, mais si les gens vont sur le Facebook de Guadadli Festival, ils trouveront tous les sites. Mais n'empêche qu'il y a quand même la boutique RCI et allmall.com qui permettent l'achat en ligne. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, ça va. Pas tout à fait, mais ça va, on se retrouve. Les temps forts, c'est les concerts. C'est les 5 concerts qui vont y avoir lieu. Et avec des artistes qui viennent de Londres, de Paris. On a Calypso Association de Paris avec Laurent Alsinguet, qui viennent de Trinidad, d'Antigua, de la Martinique. On aura notamment avec Mario Canonge Annick Tangora, qui est une chanteuse de jazz, qui me semble ne s'est pas encore produit chez nous. Voilà, j'invite la population à nous accompagner dans cette démarche-là. C'est une démarche innovante avec un festival assis sur 2 îles. Oui, sur 2 îles et sur 5 communes. Et sur 5 communes. Voilà. Oui, c'est assez inédit. Et je vois que l'ouverture se fait avec quand même une soirée musicale. Alors, vous n'avez rien dit sur l'aspect culinaire parce que ni manger aussi à beau. Alors, le festival est sur 3 arts. 3 arts, art musical, art culinaire et art visuel. Alors l'art musical, on en a déjà bien parlé, mais il faut savoir que dans chacune des soirées, nous aurons des stands avec des propositions culinaires, avec un thème qui est soupe et boucanage. Soupe et boucanage. Oui. Et alors, il faut savoir... Il y a boucanage parce que ni monde qui passe ça. Alors pourquoi je pose la question? Parce qu'on est vu en Guadeloupe, en Martinique et en France en ce moment. D'accord. Alors on est en France, on dit mais soupe et boucanage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Alors, boucanage, je pense que tout le monde, quand même en Martinique, connaît qu'est-ce que c'est que le poisson boucané ou le poulet boucané. Quand on dit boucanage, ça veut dire que ça va être grillé ou fumé, en fait. D'accord. Et à ce propos, nous allons avoir la visite de chefs d'Antigua qui seront avec nous sur les 2 week-ends, qui vont aussi nous faire part des traditions culinaires d'Antigua. Et puis, dernier élément, l'aspect visuel, on a tenu à ce que sur chacun de ces sites patrimoniaux, il y ait un artiste peintre qui fasse... On a défini ça comme une mise en âme. C'est-à-dire que ce n'est pas de la décoration, mais c'est faire en sorte que l'artiste apporte des éléments nouveaux qui permettent à tout un chacun de voir le site avec un autre regard et avec une autre vision. Et puis, dernier élément, on a la visite d'un grand plasticien d'Antigua qui a déjà exposé à New York, qui est Mark Brown, qui exposera à la mairie de Petit Canal à partir du samedi 23 aussi, et qui sera présent pendant tout le mois qui suivra le festival. Oui, alors on le signale quand même dans le programme dimanche, un spécial pour Jean-Claude Lambion. Parce que ça se passe dans sa commune, c'était un gars qui était très ancré dans la Caraïbe, sa ville était en lionnage avec une ville d'Haïti et une ville de Trinidad, si je me trompe. Donc, Tout à fait. On a le Guadadli Festival a été amené à revoir sa programmation avec le décès de Jean-Claude Lambion. Jean-Claude Lambion nous a accompagnés puisqu'il était maire de Morne-à-l'Eau, il était aussi il était vice-président de la CNGT. Oui, il adorait notre idée.
Et avec la famille et avec les élus de Bornalo, on a pensé qu'il était difficile de maintenir un spectacle le dimanche soir. Donc on a revu notre programmation et on va simplement convertir ce spectacle en un hommage plus soft et plus solennel à un grand Caribéen et à un admirateur du Guadeloupe également. Tout à fait. Dernière petite chose, pas des moindres, le côté style band. Alors, on vous a dit que c'est vrai, pour lui, c'est la capitale historique du style band en Guadeloupe. Les prestations style band sont prévues nombreuses ou bien c'est juste un passage comme ça? Comment ça se passe? Alors, ça me permet d'embrayer sur la clôture du dimanche. Oui. Le dimanche, toute la journée, nous avons ce que nous appelons, nous, dans notre association, le pan de contrée. Oui. Et que les Anglais appellent généralement panorama, c'est une rencontre des style pan. Donc de 9h à 17h, on va enchaîner pendant toute la journée sur la plage de Port-Louis des prestations de groupes de pan. Donc il va y avoir 6 groupes des écoles de pan de Guadeloupe qui sont de plus en plus nombreuses. C'est un phénomène. Il y a un groupe de Capester, je crois. Il y en a un de Capester, il y a Amadeus de Pointe-à-Pitre, il y a Tibou. Mais finalement, le pan se développe quand même en Guadeloupe. Parce qu'on a eu un moment, le sentiment que ça avait un peu décliné. Non, aujourd'hui, nous avons 7 écoles de pan. Il y a 7 écoles de musique qui déclinent spécialement le pan en Guadeloupe. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et pour finir mon propos, nous aurons ces groupes de Guadeloupe, mais nous aurons également le Hell's Gate, qui est le plus grand style pan d'Antigua, qui vient de fêter ses 70 ans. Donc, ils seront 2 formations, la première en 6 et la première en 20 personnes. Et nous allons avoir aussi Calypsociation, école de pan de Paris, et dont le leader est Laurent Lalsingué, qui lie musique indienne et pan finalement. Tout à fait, et c'est un Port-Louisien d'origine surtout, c'était quelqu'un du Nord-Grande-Terre qui a fait le conservatoire, qui est né dans l'Hexagone, mais qui a des racines et qui a fait une école, qui a fait le conservatoire et qui a choisi le pan comme son instrument. Donc il sera là avec nous, et c'est toujours avec plaisir qu'on retrouve un enfant de la région. Oui. Petite question peut-être, non? Alors, là, on déborde un petit peu du cadre du festival. Ce que vous faites, finalement, c'est une façon aussi d'animer un peu le Nord-Grande-Terre, qui est un petit peu, du point de vue culturel, un petit peu oublié parfois des grands rendez-vous en Guadeloupe. Voilà, le Nord-Grande-Terre, qui est mon territoire, ma région, souffre de développement économique, souffre aussi de pauvreté en matière d'offres culturelles événementielles. Et le but, c'est de vraiment créer un... Alors, on ne vient pas en concurrence avec d'autres festivals comme celui de Margalande, qui ont tout à fait leur place. Ah non, mais c'est autre chose. Margalande, c'est sur l'île, c'est une autre offre, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à travers notre démarche, la communauté d'Aglo nous accompagne très bien dans ce sens-là. C'est permettre aussi, par rapport à la culture, de développer, de contribuer quelque part au développement économique. Alors, on s'est donné comme objectif d'héberger tous les artistes dans le Nord-Grande-Terre. C'est pas chose facile. Il y a des petits hôtels, il y a des gîtes, et je crois qu'on est en train d'y arriver. Et en même temps, on fait la promotion aussi de toute la restauration. Donc on invite d'ailleurs aussi bien les Guadeloupéens des autres régions de venir nous accompagner dans cette démarche-là. Nous avons dit, viens passer un moment Nord-Grande-Terre, viens dormir Nord-Grande-Terre, ce que tu veux gîte, ce que tu veux restaurant, et quand nous avons une belle offre en matière musicale et artistique, nous commandons des autres à venir joindre nous pendant ces 2 week-ends-là. Donc ça signifie là, au-delà même de l'aspect festivalier, qu'il y a une offre économique qui est en train de se mettre en place, parce que qui dit festival dit déplacement à Moun, l'hôtel, manger, gîte et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que c'est une façon de redynamiser même économiquement la région, si je comprends bien. Tout à fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et je disais que la communauté d'Aglo, qui a la compétence en matière de développement économique, a très bien compris l'opportunité d'un tel événement, et c'est quelque chose qui va peut-être un peu plus loin aussi, parce que la relation avec Antigua peut permettre aussi une ouverture, parce que quand le festival se déroulera à Antigua, le Nord-Grande-Terre sera présent, on va essayer d'inciter les gens à partir par des charters sur Antigua. Donc l'échange avec Antigua, vous savez, Antigua, c'est une population qui a 4 fois l'effectif des touristes correspond à 4 fois la population. C'est une île qui a déjà une expérience en matière
matière touristique, on a tout à apprendre d'eux. Ils ont commencé bien avant nous. Ils ont des références, ils ont une culture. On a tout aussi à gagner. Et ils sont indépendants aussi, il faut le dire. Ah ben oui, c'est vrai, ils sont indépendants, mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, non, au contraire, je tenais à le souligner quand même. Et c'est une petite île et moun pas m'en fait antique. Hein. Tout à fait. Ce que j'ai vu en allant, touristiquement, il se développe. Alors, ça signifie que du point de vue touristique, vous êtes en train d'ouvrir un chemin. Aussi. C'est l'esprit du Guadali Festival. Ouais. Donc c'est un festival qui est amené à se pérenniser. Oui, à se pérenniser. Notre objectif, c'est d'atteindre un niveau de festival international caribéen, du même type que Marie-Galante ou même Sainte-Lucie. Bon, on sait qu'on ne va pas l'atteindre tout de suite, nous sommes embryonnaires, mais je pense que dans les 6-7 ans, nous aurons atteint ce niveau-là, dans le Nord-Gantaire. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, on donne rendez-vous aux gens qui nous regardent, moun basté comme moi, qui pas agent déplacé pour aller en Nord-Gantaire, juste là, monter font un petit tour au Nord-Gantaire à partir du 22. La séance inaugurale, c'est vendredi, c'est bien cela? Vendredi soir, l'ouverture à Port-Louis à partir de 18h. 18h. Ben voilà. Merci Pierre. Merci aussi à Franck Nicolas. Merci. Alors je présente quand même cet album. Il vient de sortir, il est récent? Il est récent. Il est récent. Trio du Soleil, gamme guadeloupéenne avec Sonny Troupé. Enfin, je ne présente pas Sonny Troupé, on connaît. Et Nelson Veras. Oui, et Nelson Veras. Donc album qui avec une partie pédagogique en plus. Ouais, d'accord. Ok. On l'écoutera avec plaisir, puis on en reparlera. Voilà, merci. Il va être 13h, l'heure de la page pub, et puis on se retrouve tout à l'heure avec Céline pour les repères de l'actu et développer l'actualité du jour, et aussi recevoir tout à l'heure Monsieur Blaze, qui doit être déjà là, vraisemblablement, même si tu vas en retard. Voilà, c'est parti pour la pub. Voilà, il est 13h05, retour dans le ZCL. Tout de suite avant de recevoir notre invité qui est là, Alain Blaze, pour parler du jour de la Terre, c'est les repères de l'actu. Oui, alors au sommaire de ce mercredi, la Fédération du BTP alerte l'État et les collectivités territoriales sur une commande publique défaillante et des délais de paiement tardifs. Les gérants inquiets pour leur avenir exigent des solutions pérennes. Ce matin, la ville de Petit-Bourg et le SIAG ont inauguré une nouvelle station d'épuration, un dispositif mis en place pour améliorer le traitement des eaux usées, mais aussi pour augmenter la capacité de ce traitement. Et enfin, l'association L'Atelier Groca célèbre le premier anniversaire de l'inscription de notre musique K au patrimoine immatériel de l'UNESCO, un événement relayé dans tout l'Hexagone qui permet de promouvoir la culture guadeloupéenne. Écoutez, on commence Céline avec le BTP qui semble être en crise puisqu'ils alertent l'État. Effectivement, ce vendredi 15 avril, les représentants du BTP de Guadeloupe, Martinique et Guyane ont interpellé l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des maîtres d'ouvrage sur la situation apparemment catastrophique du BTP. En effet, ils alertent sur une commande publique défaillante et des délais de paiement tardifs. Les gérants se disent inquiets quant au devenir de leur entreprise et craignent une nouvelle dégradation du marché en 2016. Ils exigent des solutions réelles et rapides. Un reportage de Charlie Dagonia et Maxime Morel. Le problème le plus important que nous rencontrons aujourd'hui, c'est celui des délais de paiement. Aujourd'hui, la moyenne des délais de paiement des collectivités publiques, sachant que nous dépendons à 80% de la commande publique, c'est 220, 250 jours, voire 300 jours pour certaines communes. Donc aujourd'hui, nous avons recensé un peu plus de 35 millions d'euros de créances qui sont échues et qui auraient dû déjà être payées. Et c'est pour ça que nous avons saisi les principales collectivités par courrier pour leur demander de nous recevoir. Ça va faire un mois et nous n'avons pas de retour pour l'instant. Donc je pense que la mobilisation elle va devenir crescendo. Il ne s'agit pas de stigmatiser telle ou telle collectivité par rapport à une autre. On sait que le budget de l'État est serré. Les dotations sont de moins en moins importantes pour les collectivités. Donc on sait qu'on est dans un système de budget contraint. Mais par contre, lorsque des appels d'offres sont lancés, ce qui fait que nous sommes dans cette situation, c'est que souvent, il y a des plans d'investissement, des plans de financement qui sont mal montés ou pas bouclés. Ce qui fait qu'on demande aux entreprises en réalité, sans bien entendu le dire, de préfinancer les travaux et au moment où il faut payer, ça coince. Aujourd'hui, il y a des entreprises chez nous à qui on doit plusieurs millions d'euros et qui ne
peuvent pas payer leurs charges parce que la trésorerie n'est pas là. Ils ne sont pas payés en temps et en heure. Et ce qui veut dire que celles qui sont solides et qui ont le soutien de leurs banquiers, ils arrivent à tenir, mais ils n'arrivent pas à payer leurs charges, ils n'arrivent pas à payer leurs sous-traitants. Donc ce sont les petites entreprises et les artisans qui sont les plus fragiles, qui souffrent dans cette affaire-là. Ce vendredi, l'ensemble du BTP des DOM a été invité par la ministre de l'Outre-mer, Madame Boulangevin, pour essayer de voir ce que nous pouvons faire, parce que je rappelle que la Réunion est restée pratiquement une quinzaine de jours en grève. Ouais. Vous savez ce qui se passe à Mayotte. Donc on n'en est pas encore là, mais on va continuer à sensibiliser. Mais je pense que la Guadeloupe sait que quand le BTP se mobilise, ça peut être dur. A noter que la fédération du BTP sera reçue par la ministre de l'Outre-mer, Georges-Paul Vin, ce vendredi à Paris. On continue sur une enquête de l'INSEE sur l'emploi en Guadeloupe qui révèle la stabilité du chômage 2015 par rapport à 2014. Parmi les 161 000 personnes actives en Guadeloupe, on compte 123 000 personnes avec un emploi et 38 000 au chômage. On constate que le taux de chômage s'élève à 23,7% en moyenne, tout comme en 2014. Par ailleurs, le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes d'environ 4 points, celui des femmes étant de 25,7% contre 21,6% pour les hommes, à savoir qu'en 2015, près de 65 000 personnes sont sans emploi et souhaiteraient travailler, soit 2 000 personnes de plus en un an. Il est 13h10 dans le ZCL et comme je vous l'ai dit, on va parler du jour de la Terre et pour cela on reçoit Alain Blaze de Végétal Plus. Alain Blaze, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce concept du jour de la Terre, d'où ça vient? Ça vient des États-Unis. C'est en 1970, c'est des chercheurs et des étudiants américains qui se sont dit qu'il faudrait faire une grosse manifestation pour commémorer la Terre. Et donc, avec des artistes aussi, avec pas mal de personnes, ils se sont réunis et ont décidé que le 22 avril, ça serait le jour de la Terre. Ensuite, ça a été relayé en France en 1990. Ça a été repris, récupéré par une partie des politiques, des associations environnementales, aussi des artistes qui se sont engagés, qui ont signé une charte afin de justement relayer cet événement sur la France. Et depuis 1992, étant donné que je bougeais pas mal sur la métropole, j'allais souvent dans des salons et tout, j'ai rencontré les représentants du jour de la Terre. Et je leur ai posé la question, est-ce que ça serait bien qu'il y ait un relais, par exemple, sous les Antilles? Et ils n'ont pas hésité. Depuis ce jour, depuis 1992, nous représentons le jour de la Terre ici dans la Caraïbe et ça nous permet de parrainer des actions environnementales. Ça passe aussi par des engagements sportifs, une action forte pour marquer la Terre. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, Alain Blaze, que ce travail qui fait depuis pratiquement une vingtaine d'années autour de l'environnement, du développement durable, commence à porter ses fruits en Guadeloupe, au point de vue même de la conscientisation des Guadeloupéens? Disons que ça a été relayé par plus d'un. Aujourd'hui, dans les écoles, on constate qu'il y a plus d'engagement. Je vois par exemple M. Henri Joseph aussi fait de grosses actions. On essaie de consommer mieux, on essaie de gérer mieux le tri sélectif, mais beaucoup de choses restent à faire. Le gros problème de traitement des déchets n'est pas encore en place. Le problème de la gestion de l'eau, on a des problèmes de pollution des sols qui sont pratiquement irréversibles à cause du chlordécone. Mais on se doit, nous, Iliens, d'avoir un autre comportement, surtout vis-à-vis de notre environnement. On a une biodiversité qui est quand même bien représentée, que ce soit au niveau de l'ONU, de l'UNESCO. On représente 80% de la biodiversité française. Et donc, on se doit, on a des oiseaux, on a des arbres, on a pas mal de choses qui sont endémiques à la Guadeloupe, qui n'existent qu'en Guadeloupe. Et donc, on se doit de protéger tout cela. Oui, justement, vous disiez qu'on est un peu en retard justement par rapport à certaines actions. Comment améliorer cette prise de conscience et adopter une attitude un peu plus citoyenne en Guadeloupe?
Eh bien, ça passe par de la communication, de la sensibilisation. Donc les médias aussi ont un bon rôle à jouer pour relayer toutes les actions qui se font sur le terrain. Je dirais qu'il faut du matraquage, comme on dit souvent, acheter aujourd'hui, payer demain, etc., avec la pub. Donc ça passe aussi par de la communication et aussi une politique qui doit être menée pour qu'on puisse changer la donne. Si on se dit que c'est le tourisme, comme j'ai entendu M. Dahomey qui en parlait tout à l'heure, si on se dit que c'est le tourisme qui est notre cheval de bataille, qui va emmener des devises étrangères, donc on doit s'allier pour que ça se fasse. Les pays caribéens indépendants l'ont bien compris. Si le tourisme est la manne financière qui vient de l'extérieur, ben, il doit être soigné. Il ne doit pas arriver sur des plages sales, souillées, etc., etc. D'accord. Donc il faut, c'est encore politique, on va dire. Alors l'autre aspect, en dehors de la prise de conscience, c'est le rapport avec les pouvoirs publics, aussi bien la région que le conseil, que la préfecture. Est-ce qu'il y a un véritable, j'ai envie de dire, lienage avec ces institutions, ces collectivités, pour conforter un peu l'action de végétal, des gens comme vous, des militants comme vous? Oui, mais c'est sûr qu'ils sont sollicités. Bon, c'est sûr que nous, on a beau poser, on a beau penser les concepts, les projets en matière d'environnement, mais on a besoin effectivement de soutien pour arriver à nos fins. Donc ça passe par des échanges avec les différents instituts, les instituts institutionnels publics, mais aussi les privés, les partenaires privés qui nous soutiennent et qui nous permettent de nous donner les moyens de notre fonctionnement. C'est pas relayé annuellement. Donc c'est quand même compliqué, donc on essaie avec les adhérents, etc., de mener l'action jusqu'au bout. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui on a 5 à 6 actions qui sont bien ciblées dans l'année. Donc on commence au mois de mars avec la PAC. Oui, donc sac, avec Pâques en sac, oui, qui est une opération que nous menons depuis pratiquement une dizaine d'années. Ensuite, en avril, on a le jour de la Terre, donc qui sera fêté vendredi, commémoré vendredi 22 avril. Ensuite, il y a l'espace environnement énergie, le salon MTA Nature, donc où on rassemble les professionnels d'environnement et les professionnels de l'énergie sur un village, où on communique avec la population. On essaie aussi d'échanger dans l'artistique, donc avec l'opération PERCU-Art, où on essaie de mettre en liaison justement les musiciens avec la biodiversité. Par exemple, si on parle du cas, il faut savoir que le cas, c'est un élément naturel, avec le bois fouillé, ses aubans, ses cordes, ses pots à cabrite, tout ça, c'est des éléments naturels. C'est un instrument naturel. Oui. Donc montrer ce lien-là, et on termine souvent avec une grande randonnée VTT, trekking, marche, ça sera au mois de juillet, sûrement le 2 juillet, parce que les contacts sont encore en train d'être finalisés. Mais nous sommes là pour le jour de la Terre, oui. Donc un événement mondial. Alors aujourd'hui, enfin ce 22, qu'est-ce qui est prévu aux gens qui nous regardent? Voilà. Avant même de répondre à cette question, je voudrais bien que, parce que les gens qui vous regardent disent ouais, le jour de la Terre, mais concrètement leur expliquer le jour de la Terre, c'est pas un jour, c'est comme la fête des mers, c'est pas un jour, c'est la fête des mers, et puis après on n'en parle plus. Le jour de la Terre, c'est tous les jours. Le jour de la Terre, ça devrait être tous les jours. Oui. Tous les jours, on doit faire un geste pour la planète dans nos comportements, que ce soit le matin en se réveillant, faire un geste pour des économies d'eau, des économies d'énergie, ne pas laisser le robinet pour la brosse à dents. Voilà, par exemple, fermer la porte s'il y a une clim en marche, éviter de rouler posément. Oui. Ça fait du bien à son porte-monnaie. Au lieu d'accélérer en permanence, on a une
de jeter le papier du sandwich par la fenêtre. Voilà, donc il y a tous ces gestes au quotidien qui permettent d'avoir une vie, on va dire, mieux être et consommer aussi local. Tout à fait. Il faudrait qu'on évite tout le temps de consommer avec du beaucoup d'emballage, c'est ça. Beaucoup d'emballage, voilà, oui. Tout à fait. Mais vous êtes très bien, vous êtes un éco-citoyen. Non, mais en fait, quand même, vous en doutiez. Non, je constate, déjà par la tenue et tout, le verre, tant mieux. Puis parce que c'était la journée de la Terre, effectivement. Oui. Mais merci. Donc voilà, ce jour-là, on va demander à la population d'avoir un geste pour la planète. Donc, en fait, toujours dans l'esprit d'insuffisance auto-alimentaire, on va dire, et aussi d'indépendance énergétique, faire de la maîtrise de la demande d'énergie. Donc, quand c'est fait simultanément, ça a une répercussion. Donc, le geste simple du matin, c'est prendre une graine, quelle que soit la graine, en fait. Donc, ça l'a porté tout le monde, les enfants qui ont repéré un pot à fleurs la veille, prendre une graine de haricot et le mettre en terre. Planter des graines, des fruits qu'on a mangés la veille ou des oranges et tout ça, pour penser justement à cette autosuffisance alimentaire, ce geste d'aller vers la terre et pas tout le temps de pousser le caddie. Le jardin créole a bien fait vivre pas mal de familles, pas mal d'intellectuels aujourd'hui, de gens bien placés ont connu ce jardin créole. Alors pourquoi ne pas revenir à ces vraies valeurs d'antan et essayer de vivre à un rythme moins effréné. Aujourd'hui, j'habite un peu sur Marie-Galante parce que j'ai travaillé là-bas, toujours dans l'énergie. J'ai remis en fonction des pompes à eau solaire pour l'abreuvement du bétail. Et je me rends compte quand je viens travailler en Guadeloupe, si je travaille 10 heures, je passe 3 heures et demie sur la route, dans les embouteillages, etc. Donc là aussi, le transport, c'est un problème qu'il faudrait penser à régler en Guadeloupe, parce que c'est de la pollution en plus, c'est du fioul qui est brûlé inutilement, donc le porte-monnaie en souffre aussi. Donc voilà, il y a pas mal. Ça monte le déboisement qui affecte la Guadeloupe aussi. On peut couper bois n'importe gens partout. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut stigmatiser et expliquer aux Guadeloupéens. Assez couper bois, brûler tout le temps, etc. Avoir notre comportement. Mais aller sur la plage, avoir un comportement. Si on veut chaque année retourner sur les plages et être à l'aise et tout, parce que les gens aujourd'hui ils viennent avec carrément la maison sur la plage, mais si on veut revenir, il faut faire attention. C'est des gestes simples qu'il faut faire, et surtout penser à demain, penser à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Aujourd'hui, je constate qu'il y a un 7e continent qui est en train de ils sont en train de naître seulement avec du plastique. Dans 30 ans, lorsqu'on aura pêché 1 tonne de poisson, on va pêcher en même temps pratiquement 1 tonne de plastique. Jeter à la mer. Jeter à la mer. Donc, tout le monde doit faire un geste. Donc, le slogan du jour de la Terre, c'est bien ça. 1 + 1 = des millions. Et donc, plus on sera nombreux, et mieux la Terre va se porter. Donc, le vendredi matin, Végétal Plus demande à la population de faire un geste en plantant une graine le matin, et le soir, entre 20h et 21h, d'éteindre une lumière inutile. Si on est dans son salon, on peut éteindre la lumière du balcon ou autre. Et j'ai eu l'occasion de faire cette opération il y a 2 ans, 3 ans. J'étais dans les locaux de DDF. On le voit. Quand c'est fait simultanément, on voit bien la baisse sous le réseau de cette consommation qui diminue. Puisque 10 000, 20 000 personnes ont fait en même temps le geste d'éteindre une lumière. Alors si vendredi entre 20h et 21h, on éteint une lumière inutile. Voilà.
Et là, voilà, il faut y penser. C'est une action pour la terre. Oui, justement, moi, ma question, c'est tournée toujours vers les jeunes, un peu la jeunesse. Est-ce qu'il ne manque pas des actions parce qu'on sait que justement pour préserver l'avenir, il faut aussi ancrer justement ces habitudes aux enfants, à la jeunesse. Est-ce qu'il ne manque pas des actions et est-ce que vous pensez en mener dans les écoles, dans les centres? On emmène régulièrement dans des écoles. La dernière en date, c'était au Collège du Lamentin et aussi à Pointe-à-Pitre, où on avait nettoyé des sites. Non, mais l'éducation passe aussi par les enfants. L'éducation passe aussi par les enfants. J'ai eu l'occasion d'intervenir aussi dans certaines écoles, mais il y a plus longtemps, il y a peut-être 5 ou 6 ans, pour la découverte de la vie faune des oiseaux de Guadeloupe. On connaît le hibou, on connaît la cigale, on connaît la cigogne, mais on ne connaît pas le pipirite, on ne connaît pas le foufou, on ne connaît pas le merle, on ne connaît pas la grive patte jaune, qui sont des oiseaux de Guadeloupe. Et donc voilà, ça passe aussi par... donc les enseignants aussi ont un rôle à mener pour éduquer ces jeunes à notre environnement proche, on va dire. Ok. Mais écoutez, monsieur Blaze, on est content de vous avoir entendu. On prend donc on retient ce 22 avril. Ce 22 avril, c'est aussi rendez-vous, une graine à planter le matin. Tout à fait. Et le soir, entre 19 et 20h. Entre 20h et 21h. On réduit un petit peu la consommation électrique. Voilà. C'est toujours ça de gagner. Et puis les gestes citoyens au quotidien. Voilà. Et le slogan du Jour de la Terre, c'est pensons globalement, agissons localement. Voilà. Merci d'être venu. Il est 13h24 avant la page de pub. On revient encore vers l'info. On va parler du SIAG. C'était ce matin, donc l'inauguration de la nouvelle station d'épuration. Exactement, donc on part sur Petit-Bourg, puisque comme tu l'as dit Danix, ce matin, la ville de Petit-Bourg et le SIAG ont inauguré une nouvelle station d'épuration, un nouveau site pour la ville afin de traiter les eaux usées des habitants, un dispositif mis en place pour protéger et préserver l'environnement, mais aussi approvisionner 9000 foyers des petits bourgeois. Hélas, on n'a pas le droit de prendre tout ce temps pour commencer un chantier en 2011, le mettre en service en 2013 et s'assurer qu'il fonctionne bien en 2016. Trop de temps à passer, mais aujourd'hui nous sommes au rendez-vous de la responsabilité pour la préservation de l'écosystème, pour la préservation de l'environnement de cette belle ville de Petit-Bourg. Et je voudrais saluer mon collègue Guy Losbar, qui m'accompagne au sein du SIAG, et tous mes collègues, l'ensemble des pouvoirs publics qui ont participé au financement de cet ouvrage, et remercier la présence du président du conseil régional, de sa vice-présidente en charge de l'environnement et de la présidente du conseil départemental. Nous avons besoin de tout le monde, jusqu'à y compris du président et des collègues du Nord Basse-Terre, pour réaliser les enjeux qui sont les nôtres et faire avancer la Guadeloupe vers un destin positif. C'est un engagement que nous avions pris en 2008 avec la population, compte tenu du fait que l'ancienne station était en insuffisance de capacité pour accueillir le développement de Petit-Bourg. Il faut rappeler que c'était 3000 équipements habitants, alors que celui-là, c'est 9000 habitants, donc ce qui permet d'absorber le développement et les aménagements différents que nous avons sur le territoire de Petit-Bourg. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que cette station est en place. Comme vous le savez, on a cette volonté d'avoir un aménagement cohérent sur le territoire, donc il fallait d'abord cet aménagement de manière à absorber les différents flux au niveau de population, mais il y a le développement au niveau de la zone de Collet, qui est une zone pour tout ce qui est activité commerciale et autres, et qui nécessite donc des équipements de ce type. Il y a la zone de Rougeole qui sera consacrée à tout ce qui est développement technologique, industriel et autres, et bien sûr le littoral où il va y avoir un aménagement plus touristique et de loisirs. Petit-Bourg s'aménage, Petit-Bourg bouge, mais lorsqu'on dit qu'on bouge, c'est à travers les manifestations, c'est à travers les équipements et à travers la performance des acteurs petit-bourgeois. C'est parti, Et une nouvelle mobilisation contre la loi El Khomri ce matin dans les rues de Pointe-à-Pitre. Un peu plus d'une centaine de lycéens menés par le groupe rebelle se sont rassemblés pour faire suite aux 2 premières mobilisations du 12 et 14 avril afin de dénoncer la régression sociale induite par cette nouvelle loi. Ils se sont dirigés vers la sous-préfecture pour faire entendre leur mécontentement. Nous sommes allés à leur rencontre en reportage de Silver Selbonne. Okay.
manifestation parce que nous pas d'accord pour 60 heures de travail pour à 35. Avant c'est 35, à présent c'est 60 heures, nous pas des bœufs non plus. Ouais. Déjà, nous en tant que jeunes, système, nous pas ni, enfin, moi en de point de vue en moins, nous pas ni longtemps pour nous-mêmes. Alors 60 heures travaillant, 35 heures travaillant en plus, nous payons d'accord. Ouais. En plus, patronat justement, il peut finir dehors à n'importe quel moment. Pas d'accord non plus. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de lycéens qui sont mobilisés. Il y a Convenance, il y a Petit-Bourg, il y a LPO Bainbridge, il y a Faustin, il y a Pointe-Noire aussi qui est là. Tous les lycées de Guadeloupe justement se sont rassemblés pour faire une manif ensemble pour exiger le retrait de la loi El Khomri. Ça fait des dizaines de jours qu'il y a 15 lycées qui ont fait grève. Et là aujourd'hui, on fait une manif tous ensemble à Pointe-à-Pitre. C'est côté là ça que justement l'État français représenté. Et c'est eux qui a fait passer la loi El Khomri. Et donc c'est pour ça que nous venons ensemble, nous voilà sous préfecture pour dire qu'ici, ces lycéens n'avaient pas la loi El Khomri. Ces lycéens n'avaient pas. Il est 13h29, on passe une petite réclame et on se retrouve juste après. Oui. Voilà, il est 13h34 dans le ZCL. Retour donc sur l'information et tout de suite avec Céline, les repères de l'actu. Oui, alors au sommaire de ce vendredi 20 avril, la Fédération du BTP alerte l'État et les collectivités territoriales sur une commande publique défaillante et des délais de paiement tardifs. Les gérants, inquiets pour leur avenir, exigent des solutions pérennes. Ce matin, la ville de Petit-Bourg et le SIAG ont inauguré une nouvelle station d'épuration, un dispositif mis en place pour améliorer le traitement des eaux usées, mais aussi augmenter la capacité de ce traitement. Et enfin, l'association L'Atelier Groca célèbre le premier anniversaire de l'inscription de notre Musica au patrimoine immatériel de l'UNESCO, un événement relayé dans tout l'Hexagone qui permet de promouvoir la culture guadeloupéenne. Avant de revenir à la chronique santé avec le docteur Vélayan Don-Sefis, qui est déjà là, tout de suite, la dernière journée de la visite de François Fillon, c'est avec vous. Céline. Effectivement, Danick, pour son dernier jour sur l'île, François Fillon, candidat à la primaire de la droite et du centre, s'est rendu hier sur la Basse-Terre. En effet, il a été reçu par le président de région Harry Chalus, mais aussi la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, afin d'échanger sur les difficultés de la Guadeloupe. Violence, insécurité, chômage et collectivité unique ont été les points abordés par les élus. Reportage de Charlie Dagonia. Reçu par le président de la région pour parler des problèmes spécifiques de la Guadeloupe, mais aussi pour confronter notre vision de l'avenir de la France dans sa globalité. Et donc c'est ce qu'on a fait de manière très libre, très franche et en même temps très constructive, parce que j'ai déjà retenu quelques idées que je vais tester dans le programme que je vais bâtir. Nous avons tenu, je pense, le délai, parce que je sais qu'il a d'autres visites à faire. Mais ce qui était important, que ce soit Marie-Luce et Guy-Lansbar et moi, nous lui avons fait comprendre un peu que ce que nous voulons pour l'outre-mer, et plus particulièrement pour la Guadeloupe, que les engagements soient tenus. Car trop souvent, il y a des propositions, des candidats qui passent, qui sont élus, et par la suite, l'outre-mer est oublié. Et nous avons fait aussi des propositions, des choses simples pour nous permettre d'avancer et de créer de la richesse et de l'emploi dans notre département. Je crois que j'ai surtout parlé de nos problèmes à nous, le problème de l'insécurité, donc de la violence et du chômage, puisque ce sont, je dirais, des problématiques liées. Je lui ai rappelé aussi que la Guadeloupe peut être aussi les autres DOM. Ce que nous souhaitons, c'est que nous ne soyons pas considérés comme un poids pour la France, mais partie intégrante de la France. Et puis, nous voulons une gestion non technocratique. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, de l'acte d'achat. Reçu par le président de la région pour parler des problèmes spécifiques de la Guadeloupe, mais aussi pour confronter notre vision de l'avenir de la France dans sa globalité. Et donc c'est ce qu'on a fait de manière très libre, très franche et en même temps très constructive, parce que j'ai déjà retenu quelques idées que je vais tester dans le programme que je vais bâtir. Nous avons tenu, je pense, le délai, parce que je sais qu'il a d'autres visites à faire. Mais ce qui était important, que ce soit Marie-Luce, Guy-Lansbar et moi, nous lui avons fait comprendre un peu que ce que nous voulons pour l'outre-mer, et plus particulièrement pour la Guadeloupe, que les engagements soient tenus.
Car trop souvent, il y a des propositions, des candidats qui passent, qui sont élus et par la suite, l'outre-mer est oublié. Et nous avons fait aussi des propositions, des choses simples pour nous permettre d'avancer et créer de la richesse et de l'emploi dans notre département. Je crois que j'ai surtout parlé de nos problèmes à nous, le problème de l'insécurité, donc de la violence et du chômage, puisque ce sont, je dirais, des problématiques liées. Je lui ai rappelé aussi que la Guadeloupe peut être aussi les autres DOM. Ce que nous souhaitons, c'est que nous ne soyons pas considérés comme un poids pour la France, mais partie intégrante de la France. Et puis, nous voulons une gestion non technocratique, mais une gestion qui nous montre qu'on nous aime, qu'on aime les Outre-mer, parce que nous ne pouvons pas être gérés comme quelqu'un qui est un poids pour la France hexagonale. Et puis, je lui ai parlé bien sûr de la surrémunération. Je voulais savoir ce qu'il en pensait. Donc sa réaction a été de me dire qu'il est contre parce qu'il connaît le poids de ces 40% dans l'économie de la Guadeloupe. Et puis naturellement nous sommes venus aussi sur l'évolution institutionnelle. Je lui ai rappelé que la Guadeloupe va aller, s'il faut qu'elle aille vers une collectivité unique ou autre, elle ira à son rythme avec les élus, avec la population guadeloupéenne. Voilà, vous avez eu 2 fois le même sujet pour le même prix, donc ne vous inquiétez pas, c'est un petit bug informatique, ce sont des choses qui arrivent. Il est 13h39 avant de continuer le journal. On va tout de suite passer à notre chronique médicale. Chaque semaine, enfin ça fait bien quand même 2 ou 3 semaines qu'on n'avait pas vu le docteur Velayudon, ses fils, venir nous parler du diabète. Et aujourd'hui, bonjour docteur. Bonjour. Vous allez nous parler du diabète pour les personnes âgées. C'est ça. Alors, je pose la question tout bêtement, tout diabètement même, j'ai envie de dire. Est-ce que ça signifie que le diabète pour les personnes âgées est plus compliqué que pour les personnes plus jeunes, j'imagine, oui? Pas plus compliqué, mais la prise en charge, elle va être différente parce qu'on va tenir compte de plusieurs facteurs qui sont des facteurs liés à l'âge et dont on ne tient pas compte chez le sujet un petit peu plus jeune. Et donc, il y a une différence entre le diabète chez quelqu'un qui est déjà diabétique et qui vieillit en étant diabétique et un sujet âgé qui devient diabétique avec l'âge, comme on entend souvent dire les patients. Et donc, on tient compte de critères différents pour adapter la prise en charge. Alors justement, parlons de cette prise en charge. Quand la personne est plus âgée, qu'est-ce qui change réellement? Tout d'abord, il y a le diabète qui est lié aux modifications liées à l'âge. Quand on vieillit, on va perdre du muscle, on va avoir un peu plus de masse grasse, on va avoir un système immunitaire, donc tout ce qui nous permet de nous défendre des infections, des inflammations qui est diminué. Et les cellules elles-mêmes, elles vont vieillir, donc elles vont fonctionner un petit peu moins bien. Et ça va contribuer à faire monter le taux de sucre, c'est la glycémie. Et donc il faut aussi tenir compte du fonctionnement du rein, du fonctionnement du foie, de l'état du cœur, pour adapter le traitement pour le sujet âgé. Alors, chez le sujet âgé, on en avait parlé aux émissions précédentes. Là encore, la prise en charge, elle est individualisée. Donc, on va regarder un sujet âgé qui va bien vieillir, donc un sujet âgé qui vit bien, qui va sortir, qui va faire son repas. Qu'est-ce qu'on appelle un sujet âgé qui a bien vieilli? Alors, déjà, le sujet âgé, par définition, l'état civil, l'âge civil, c'est plus de 65 ans. Plus de 65 ans, plus de 65 ans. Nous, en médecine, on ne regarde pas que cet âge civil. Oui. On va regarder la globalité du sujet qu'on va avoir devant nous. Donc, on différencie 3 classes. Oui. Le sujet âgé qui a bien vieilli, c'est un sujet âgé qui reste autonome, qui vit normalement, comme un sujet plus jeune, qui va avoir une certaine autonomie pour préparer ses repas, continuer à avoir une activité physique, continuer à faire des sorties qui ne dépendent de personne. À vivre normalement, donc qui vieillit bien, sans avoir de comorbidité. Les comorbidités, c'est des maladies supplémentaires qui viennent se rajouter éventuellement au diabète. Donc des problèmes de rhumatisme, des problèmes de cœur, etc. Après, il y a le sujet fragile, qui est le sujet qui devient un peu moins autonome, donc qui va avoir une diminution dans ses mouvements de tous les jours, dans sa mobilité, dans son activité. Oui.
et le sujet dépendant, qui est la dernière catégorie, la troisième, qui est le sujet là qui a complètement perdu une autonomie et qui va dépendre d'une tierce personne pour vivre. Et c'est ce sujet-là qui est plus sujet au diabète? Pas forcément, pas forcément. On peut avoir un diabète dans les 3 classes et justement la prise en charge, elle va être différente en fonction de la catégorie à laquelle appartient le sujet âgé. Alors prenons le cas du sujet âgé qui vieillit mal. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le sujet âgé qui vieillit mal, on va être moins strict en termes d'équilibre du diabète. Parce qu'on en a aussi parlé. Pourquoi on équilibre le diabète finalement? C'est pour éviter les complications aiguës et les complications chroniques. Donc, les complications aiguës, ce sont celles, je rappelle, qui peuvent être mortelles hein, si on ne les soigne pas. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant le coma diabétique. Et les complications chroniques, c'est celles qui surviennent dans les 10-15 ans d'évolution, qui peuvent atteindre l'œil, le rein, le cœur, les vaisseaux, et donc qui peuvent entraîner des complications qui vont réduire la mobilité et la qualité de vie du patient. Donc un patient qui va être dans une catégorie où il va être dépendant d'une tierce personne, ce qu'on va essayer d'éviter, ce sont les complications aiguës qui vont aggraver déjà son état général qui n'est pas de très bonne qualité, et on va avoir des objectifs, si vous voulez, de taux de sucre qui sont aux alentours d'1,80 g. On tolère des glycémies un petit peu plus élevées, d'accord ? Alors qu'un sujet qui vieillit bien, on va avoir un objectif de glycémie beaucoup plus strict parce qu'on veut qu'il ne fasse pas de complications aiguës, mais on veut aussi éviter les complications chroniques, hein, qu'il vive longtemps et bien. Oui. Et il y a à ce niveau-là des posologies particulières aussi pour ces patients? Tout à fait. On a la possibilité encore de mettre des comprimés, un traitement oral, si le patient a bien vieilli, que tous ses organes fonctionnent bien, alors que chez un patient qui va être fragile ou qui va être en état de dépendance, on a souvent tendance à ne pas mettre de comprimés parce qu'il y a d'autres comorbidités, d'autres organes qui fonctionnent moins bien, et là on va passer à l'insuline un peu plus facilement avec des schémas d'insuline qui sont un petit peu variables. Ça peut être une injection, une piqûre d'insuline, 2, 3 dans certains cas. Donc c'est vraiment, on adapte vraiment à l'état, à l'état général de la personne. Alors est-ce que pour les sujets qui sont encore jeunes, j'ai envie de dire, il y a une prévention pour ne pas arriver à l'âge, au vieillissement dans ces situations compliquées? Alors c'est toujours le même discours qui est un discours pour la population générale. Il faut manger équilibré, donc ça on le répète souvent. Il faut avoir une activité physique régulière, et je crois que ça c'est vraiment, il n'y a pas de miracle, hein. Quelqu'un qui va avoir une alimentation équilibrée avec des règles hygiéno-diététiques, ce dont on a parlé dans les émissions précédentes que les téléspectateurs peuvent revoir, je crois. Sous le ZCL.tv, c'est là. Voilà, c'est dit. Il est important d'avoir déjà des modifications du comportement alimentaire et un maintien d'une activité physique minimale. Hein. Ça permet de garder une bonne masse musculaire, ça permet d'éviter d'avoir une masse grasse qui augmente, et donc ça c'est la base. Après, il faut aussi penser aux méthodes de prévention dont on a aussi parlé, pour éviter que le cholestérol augmente, pour protéger le cœur, pour protéger les vaisseaux. Il faut des suivis, un accompagnement chez le médecin régulièrement, parce que vous avez encore des personnes qui n'ont jamais encore été chez le médecin et qui sont surprises d'avoir un diabète qu'on va découvrir sur une prise de sang, mais qu'on aurait pu dépister beaucoup plus tôt s'il y avait une prise en charge et s'ils allaient chez le médecin régulièrement. Donc il faut consulter. Oui, voilà. Il faut avoir une visite annuelle. Il faut, à partir de l'âge de 40-45 ans, avoir une fois par an une visite chez le médecin, notamment si on a des facteurs qui favorisent le risque de diabète. On en a aussi parlé. Un antécédent familial de diabète du premier degré, donc le diabète chez le père, chez la mère, un surpoids, une obésité. Tous ces facteurs qui prédisposent au diabète doivent alerter les personnes pour qu'elles aillent consulter. Le diabète gestationnel, on en a aussi parlé. Les femmes qui font du diabète gestationnel, donc du diabète pendant la grossesse, dans les 10 ans après, elles ont 50% de risque de développer un diabète. Donc il faut aussi qu'elles aient un suivi régulier pour éviter que le diabète passe inaperçu et qu'on soit en phase de complications.
Un taux de glycémie élevé, c'est combien à peu près? Alors la glycémie, la définition du diabète, c'est une glycémie veineuse à jeun supérieure à 1,26 g. Et si vous avez une glycémie, quelle que soit l'heure de la journée, supérieure à 2 g, là aussi, le diagnostic de diabète est retenu. D'accord. Alors, ça n'a rien à voir, mais enfin, je pose la question. L'année dernière, il y avait une journée du diabète. Elle est déjà programmée pour cette année? On commence à la préparer tout à fait pour 2016. Oui, c'est donc vers l'écoulement avril, mai. Alors c'est toujours le 14 novembre, la journée mondiale. Voilà, oui. C'est une journée mondiale et la date retenue, c'est le 14 novembre. Nous avons l'occasion d'y revenir. Alors, je voulais le dire à nos téléspectateurs, désormais, on pourra intervenir sur les réseaux sociaux et poser des questions au docteur Villa-Yudon directement. Il suffira simplement, on vous donnera à l'occasion le Facebook du ZCL qui existe déjà. Vous pouvez poser vos questions. Si vous voulez passer anonymement, vous ne voulez pas intervenir directement à l'antenne, vous enverrez vos questions sur notre Facebook, celui du ZCL.tv, et à ce moment-là, dans une prochaine émission, dans une quinzaine de jours peut-être, 15 jours. Une quinzaine de jours, à ce moment-là, on pourra répondre directement au cas par cas et éventuellement peut-être plus loin si l'occasion se présente. À ce moment-là, prendre un rendez-vous hors antenne, parce que ZCL, c'est une chronique de santé, mais ce n'est pas un centre de soins, il faut le dire. Oui, c'est important de le préciser, je crois. Il faut le préciser parce que des gens m'ont arrêté, on dit oui, est-ce qu'on peut venir faire une consultation en direct? Non, on ne peut pas faire de consultation en direct. On peut simplement vous conseiller. Conseiller n'est pas consulter. Voilà, un dernier mot, on se retrouve dans une quinzaine de jours à peu près. D'accord. On continue sur le diabète, on va prendre d'autres pathologies. On va déjà voir si les personnes, les téléspectateurs veulent qu'on revienne sur des points précis, oui. Et je vous laisse la surprise de découvrir le prochain sujet. D'accord. Merci en tout cas, docteur. Si vous avez raté l'émission, vous avez pris en cours, vous avez le www.zcl.tv, vous retrouvez les chroniques et tout ce qui a été dit aujourd'hui. On continue, il est 13h15, 9 minutes, dans une minute à peu près, on reviendra avec Martine pour la chronique culture. Pour l'instant, on parle de digitalisation, et là c'est avec Céline. Oui, alors depuis quelques années, Danick, la digitalisation est passée à la vitesse supérieure. La plupart des entreprises sont en cours de numérisation de leur offre. Hier, un séminaire organisé par la CCIG au CWTC était dispensé aux entreprises pour expliquer l'importance d'être présent en boutique, mais aussi de posséder un site internet. Cette société de plus en plus connectée oblige les entreprises à être présents sur la toile afin de séduire une clientèle plus large. Un reportage d'Harold Delus et Maxime Morel. On parle de digitalisation de l'acte d'achat et de l'obligation pour les entreprises d'être présents à la fois dans la sphère physique et dans la sphère virtuelle. Alors, pourquoi être présent dans la sphère virtuelle alors que l'on pourrait être juste présent dans la sphère physique? Eh bien, parce qu'il faut être présent là où sont les clients. Et aujourd'hui, les clients sont présents sur Internet. Ils recherchent de l'information sur Internet. Alors, on a des chiffres, effectivement, qui nous indiquent qu'en métropole, 80% des clients font une recherche d'information online avant de faire un achat offline. Donc, si vous n'êtes pas sur la toile, très clairement, le consommateur ne vous connaîtra pas et au moment de se déplacer dans la sphère physique, il ne saura même pas que vous existez. Donc vous êtes obligé d'être dans les deux univers, également pour leur apporter des services, parce que l'enchevêtrement de la sphère virtuelle et de la sphère réelle est un moyen incroyable de proposer de nouveaux services aux clients. Aujourd'hui, on ne peut pas rester fermé sur notre territoire. Nous ne sommes que 440 000 habitants. Il faut aujourd'hui chercher des sources externes pour pouvoir se développer. Et je pense que la digitalisation permet justement de rendre l'information accessible. La jeunesse aujourd'hui communique essentiellement sur Facebook, sur tout ce qui est numérique. Donc l'entreprise doit s'adapter aux moyens modernes de communication et apporter des solutions aussi à ses clients dans ce sens-là. On sait que notre client est de plus en plus expert, il a navigué sur la toile très longtemps, il s'est renseigné et finalement quand il arrive dans le magasin, il en sait parfois plus que le vendeur. Et s'il en sait plus que le vendeur, bien le vendeur est un accompagnateur qui propose peu de choses supplémentaires. Alors moi je suis convaincue, vous avez parfaitement raison, que face à cette expertise du client,
il faut réinventer un vendeur qui reste indispensable, mais dont les techniques de vente, de négociation sont largement bouleversées face à un client de plus en plus connecté. Je pense que ce qui pêche un petit peu, ça doit être une question de moyens, on en discutait aussi tout à l'heure. C'est vrai qu'on est sur un périmètre de petites structures, donc pour pouvoir mettre en place du marketing et du digital, ça a un coût. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui pêche, c'est peut-être plus cette problématique-là. C'est la problématique du coût et pas forcément des moyens, mais pas forcément le fait d'avoir saisi que c'était important. Je pense qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, tout passe par Internet. Il faut bien le dire, c'est que le monde change. Et le monde change aussi en Guadeloupe. S'il ne change pas sur tous les points à la même vitesse qu'ailleurs, c'est parce qu'il y a aussi des particularités locales. Il est évident que le digital a commencé à se développer dans des économies qui sont des pays plus larges, sur lesquels il y a de plus grandes entreprises. Ça a commencé avec des grands groupes. La Guadeloupe, qui est un pays de PME, d'entreprises moyennes, le digital vient un petit peu plus tard. Mais moi, à voir ce qui se passe actuellement, je vois entre autres ce que fait la Chambre de commerce sur l'Open Café, sur des initiatives sur le digital. Bientôt, la Guadeloupe n'aura rien à apprendre de personne. Voilà, 13h53 et c'est tout de suite on reçoit Martine. Alors, jeudi, on avait parlé de l'anniversaire du Gouka à l'UNESCO. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de le voir ce midi, mais ne vous inquiétez pas, il sera dans le sujet ce soir. Martine, bonjour. Salut Danick, comment ça va? Ça peut aller. Ça peut aller. La journée de la Terre demain, je suis envers. C'est bien, envers et contre tout. Oui. Bien sûr. Ça va Céline? Et contre toutes. Oh là là. Bon, écoute, moi ça va pas mal aussi, donc du boulot en ce moment. Donc j'ai pas été sur beaucoup de sujets cette semaine. Je suis pas allée dans les salles de spectacle ni de cinéma. Je me rattraperai. Ouais. Non, ni de cinéma. J'étais très prise cette semaine. J'irai la semaine prochaine. Je sais qu'il y a eu un grand succès pour Alex Catherine puisque je devais y être. J'étais invitée. Vous avez vu CCN, vous le savez. Non, mais j'étais invitée, donc j'ai eu les nouvelles en direct par la famille, puisque je suis assez proche, et ça s'est bien passé. Donc, mais voilà, on ne peut pas être partout, et des moments, il faut faire des choix. J'ai regretté, mais je ne pouvais y être. Ceci étant dit, je suis là avec vous aujourd'hui, et j'en suis ravie. Alors, donc, une actualité... Non, vous avez remarqué que Jessie n'est pas là, c'est mais non, Céline. Mais j'ai bien... Mais d'accord, Céline 2. C'est Céline, oui, j'ai failli le... Voilà, c'est Céline, mais je l'ai saluée, et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, et encore. Bon, donc, je n'ai pas trop bougé, je viens de le dire, la faute à pas de choix, ou trop de choix, ou pas d'envie, ou pas le temps, cela arrive, mais c'est pas grave, j'ai quand même fait une chose qui était intéressante, c'est que je suis allée à l'ouverture d'un petit atelier, je vais en parler tout à l'heure, qui s'appelle l'atelier décalé, c'est au Moule. Atelier décalé, différent. Voilà. Et puis je reviens sur une chronique que vous avez appelée de vos voeux, puisque j'ai rencontré des dames qui m'en ont parlé, qui m'ont dit qu'elles souhaiteraient en savoir un peu plus sur les dessous féminins. Eh bien non, ce n'est pas les dessous féminins, ce sont les dessous masculins, autant pour moi. Et donc je continue, puisque je n'ai pas eu le temps de tout vous dire la semaine dernière. Et puis on fera un petit tour sur l'agenda où il y a 2-3 dates que je veux vous conseiller. On reviendra sur le cinéma, j'irai la semaine prochaine et vous gagnerez des places aussi. Alors commençons tout de suite avec le slip masculin. Oui, le slip. Oui. Le slip, boxer ou caleçon. Avant, il y avait les pagnes, il y avait les braies, il y avait tout cela. Vous voyez, les hommes étaient habillés de pied en cap au début du siècle. Et ce n'est qu'à partir du XXe siècle que le sous-vêtement a pris les couleurs et les tendances que nous lui connaissons aujourd'hui. Alors, seriez-vous plutôt boxer ou slip? Messieurs, c'est vous qui pourrez le dire. Mais figurez-vous que pendant la période de la guerre, eh bien, tout ce qui était flottant était interdit. Donc, le slip était fortement recommandé et pas les shorts parce que les choses n'étaient pas suffisamment maintenues. Maintenues. Les choses n'étaient pas maintenues. Toutefois, le boxer a rencontré un assez vif succès comme sous-vêtement. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs ce qu'on retrouve le plus. Les dessous masculins ont commencé à changer dans les années 34. Parce que tout au début du siècle, on avait des braies, c'était les Gaulois, on avait des pantalons longs, et où on n'avait rien, c'était les chemises longues qu'on appelait les choses qu'on mettait sur les choses qu'on avait à cacher et surtout à protéger. Lorsque surtout on était un cavalier expérimenté, il fallait protéger un petit peu l'arrière-train et tout le reste. Donc on mettait des vêtements longs et cependant les dessous ont commencé à vraiment voir le jour dans les années 34 quand un certain designer américain a reçu une carte postale de l'un de ses amis qui était en vacances et qu'est-ce qu'il reçoit? Une carte postale venant de France où on portait des caleçons longs au bord de la mer. Et il s'est dit, mais tiens, ça peut être intéressant, ça a été une révélation pour lui. Et après quelques tests, eh bien, ce designer vêtements a créé, il s'appelle Nebler, il a créé un sous-vêtement confortable
et sans jambes, avec une ouverture devant que tout le monde connaît, la fameuse ouverture en Y. Ces dessus, il faut rappeler les shorts jockeys, et jusqu'à présent, on les porte, même s'ils ont évolué avec le temps. Un succès immédiat, tout de suite, ce monsieur en a vendu 600 exemplaires, et en 3 mois, plus de 6000 exemplaires, et le boxeur était né. Immense succès, les coupes sont devenues de plus en plus serrées. Vous voyez qu'avant, on avait des choses très très peu design, mais les coupes entre-temps sont devenues serrées parce qu'on portait des pantalons plus près du corps, et donc il fallait que les slips soient adaptés à ces vêtements serrés et un peu plus glamour et parfois humoristiques. Je ne vous en ai pas mis, vous en trouverez sur Internet qui sont très humoristiques. Donc ces 20 dernières années, cependant, eh bien, les choses ont peu évolué, sauf que, mais c'est évident, comme les dessous féminins, les dessous masculins ont aussi évolué et ils sont devenus beaucoup plus sexy, mieux coupés, plus tendance. Ils ont pris également des couleurs. Alors certains designers ont essayé de faire en sorte que ces dessous masculins aient un peu de dentelle avec des échancrures, des choses un petit peu plus... Ça ne prend pas, sauf dans certaines conditions très particulières que je vous laisse deviner. Mais sinon, le kidam des mortels, homme qui se respecte, préfère porter le slip, le shorty qui est le boxeur, qui est très très à la mode, très en vogue, et donc le reste avec dentelle et fanfreluche, eh bien non messieurs, vous avez décidé que vous ne portiez pas ces choses-là et que vous préfériez que ce soit vos dames qui les portent, et je vous comprends bien là-dessus. Alors quelques marques quand même qui sont à révéler. Éminence qui est apparue en 1944, une marque très prisée chez les hommes. Et Damar qui a lancé les premiers slips thermolactiles. Ben oui, parce que quand il fait froid en 53, ben il faut réchauffer tout. Et donc les slips thermolactiles ont eu beaucoup de succès. Et puis des marques comme Homme, H-O-M, qui eux aussi ont créé le mini slip en 1970. Et certaines marques un peu plus près de nous qui ont vraiment lancé le slip pour hommes et le fait qu'on voit plus de messieurs déshabillés grâce à une scène de machine à laver. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était... c'est une marque que tout le monde connaît, elle va me revenir tout à l'heure, un spot publicitaire, c'était Levi's qui grâce à ce spot hot, a fait en sorte que les shorts pour hommes, slip pour hommes, ont vraiment crevé le plafond de la vente. Voilà, donc j'ai essayé de vous brosser donc tout cela très très rapidement pour vous dire qu'aujourd'hui le slip est devenu une culture, les hommes les portent évidemment, il y a même un musée qui lui est dédié à Bruxelles qui s'appelle le musée du slip. D'accord. Voilà. Ça vous va? Oui, ça vous avez va. parlé. Il vous reste à peine une demi-minute. D'accord. Vous avez parlé du Guadali Festival? Oui, d'accord. Alors, oui. donc deuxième édition. Je n'en reparle pas. On a parlé également donc de Alex Catherine qui a eu l'atelier décalé. Ben ça sera juste le temps de montrer des photos. Je suis allée au Moule voir l'ouverture de cet atelier. En fait, c'est un artiste qui fait des choses avec beaucoup de bois de récupération, qui a fait un lieu que vous connaissez pour certains qui s'appelle Le Juste Autrement. Et donc, toute sa maison est devenue en fait un atelier en attendant. Ça se passe au Moule? C'est au Moule. Oui. Donc, il travaille avec de la récupération de bois, des palettes, du matériau retrouvé, du métal, tout ce qu'on fait, vous avez vu au plafonnier, donc c'était des fibres de coco. Et donc, là, c'est une malle avec plein d'objets, mais surtout ce qu'on a vu trop vite tout à l'heure, j'espère qu'on reviendra dessus, c'est une lampe qui a été faite avec un pot d'échappement de voiture, qu'il a découpé, poncé, habillé de toile, c'est magnifique. Ça s'appelle, là ce sont des lampes faites aussi avec des récupérations de bois flotté, avec tout est de la récupération. Là c'est chez moi, c'est du bois brûlé, donc on a c'est vendu ou bien c'est juste en expo? Alors pour l'instant c'est en expo, mais chacun peut commander sur pièce l'un de ces objets, donc ça c'est chez moi, donc les fauteuils faits avec des pneus de voiture, et également donc des étagères faites avec du bois de récupération. Ça s'appelle Atelier Décalé. Il a fait donc une roulotte guitare. Comment s'appelle cet artiste? Il s'appelle, en fait c'est Flavien Guillet, son nom. Installé au Moule depuis peu. Il a fait ce week-end donc une journée porte ouverte pour visiter un petit peu tout ce qu'il fait. Et là c'est vraiment un tout petit aperçu de son savoir-faire. Il est prodigieux, il fait des choses. Là c'est ce qu'on appelle une malle bibliothèque. Vous vous asseyez dessus, quand ça s'ouvre, il y a des livres rangés à l'intérieur. C'est très ingénieux. Vraiment, il fait un travail incroyable. Il a des doigts de fée en or. Voilà. 14h01. Voilà. Eh bien, c'est au Moule, Atelier Décalé, Flavien Guillet. Donc, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Très vite, votre agenda. Mon agenda, eh bien, je vous dirai peu de choses. Terra Festival, on en a parlé. C'est toujours jusqu'au 22. Allez-y. Et puis, j'espère que j'aurai un petit peu plus de temps pour la semaine prochaine. Vraiment vous parler du Salon Senior qui va être lancé. Et je lance bien sûr des places de ciné pour les films
qui sont à voir cette semaine. Il y a le chasseur et la reine de glace, des glaces, et le Trouvert opéra qui se fait donc au Rex, des 2 premiers appels. Merci Martine, merci Céline, qu'on retrouve demain. Peut-être. Peut-être. Et en tout cas, on me retrouve demain à 12h30 avec Zébris à la réalisation. Et comme Martine a dit, vous avez le Guadali, vous avez le Terra Festival, Jour de la Terre, il y a de quoi sortir cette semaine jusqu'à dimanche. Et le Guadali, en Port-Louis, Mornalo, Moule et Anse-Bertrand, ça vaut le petit canal, ça vaut le déplacement. Voilà, il est 14h02. On vous dit merci d'être avec nous aussi fréquemment. Et puis, à d'autres soleil.